Bonjour Monsieur Royer, fils Bonjour. de paysan, notre bon sens commun aux éditions Fayard. Merci d'être avec nous. Le grand public peut-être ne vous connaît pas. Vous êtes né en Normandie il y a 60 ans. Je ne sais pas si vous avez passé le cap de la soixantaine d'ailleurs. Dans quelques mois. Dans quelques mois, parce que vous êtes de 1965. 5, exactement. Bon, donc on arrive... Le 6 novembre 65. Donc ça va arriver assez vite, sans doute. Vous êtes entrepreneur, vous êtes fondateur du réseau Cléophas Sens et Performance. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire... Je peux vous dire, j'ai été dirigeant d'entreprise pendant de nombreuses années et j'ai eu envie, à 56 ans, d'organiser un réseau dans lequel j'allais transmettre auprès d'autres dirigeants mon expérience, mon savoir-faire, ma méthodologie, pour justement redonner plus de sens aux entreprises. Donc vous allez voir, c'est très en lien avec le livre. Et c'est un réseau qui est présent au niveau national. Et vous avez une compétence évidemment dans le conseil, et puis vous avez entrepris en 2014 le sauvetage de votre ville, en tout cas du poumon culturel de votre ville, lorsque vous avez décidé d'installer, de transmettre la librairie Corneille à la FNAC de Laval. Ouais, j'ai un double profil. J'ai d'un côté un profil entrepreneur et de l'autre côté un profil social, culturel. Je suis plutôt un homme d'action. Et donc j'ai opéré des choses concrètes et j'essaie que ce que je porte en termes de sens, j'essaie vraiment de le vivre parce que je trouve qu'on est dans une période où il y a tellement d'intentions et si peu de réalisations que je pense qu'on a trop de commentateurs du monde et pas assez d'acteurs. Et j'essaie d'être celui qui embarque ceux qui ont envie d'être acteurs. Et c'est intéressant de vous recevoir aujourd'hui, donc pour votre livre, Fils de paysan, notre bon sens commun, parce que beaucoup de jeunes demandent un sens à l'action qu'ils ont, à l'action économique. Et vous, précisément, c'est cela que vous cultivez. Vous avez été directeur du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. En quoi un dirigeant chrétien est-il différent d'un dirigeant qui ne le serait pas ? Alors, un dirigeant chrétien, en quoi il est différent, c'est qu'il n'est pas parfait, mais il est en recherche d'alignement. Et ce mouvement m'a beaucoup apporté parce que je pense que quand on est une et une seule personne, tout va mieux dans la vie. Je peux pas être ce dirigeant une partie de ma journée, ce père une autre partie de la journée et autre. Et on est dans une société qui est assez schizophrénique. Et dès qu'on retrouve cette unité, c'est du bon sens de retrouver cette unité, d'être la même personne, ce même homme ou cette même femme qui va se déployer. Et ça amène aussi des choses très intéressantes. Ça amène beaucoup de paix intérieure, beaucoup de sagesse, et on est dans un monde où il y a besoin de ça. On est dans un monde qui est dans l'illusion, le mensonge, la séduction, et nous, on s'attache à poser des choses profondes. On a cette notion du temps long, et je pense qu'on a besoin de retrouver à la fois de la sagesse et une radicalité de transformation. Et moi, je n'oppose pas la vision à la transformation. Et on a besoin des deux dans la société où on est. Philippe Royer est donc avec nous, fils de paysan, notre bon sens commun aux éditions Fayard. Mais dans ma question, il y avait également une schizophrénie qui peut exister chez le chef d'entreprise, précisément chrétien, parce que parfois il doit prendre des décisions dures et qui vont mettre en péril celui qu'il licencie ou qu'il met de côté. Et c'est en cela que le dirigeant peut être confronté parfois à une double, à une double injonction. D'abord celle de l'entreprise, celle que nécessite l'entreprise, la question qu'il doit prendre au nom de l'entreprise. Et puis parfois peut-il être touché par une affaire plus personnelle, l'homme qui va quitter l'entreprise. Alors je peux vous répondre à ce point dans le sens où les décisions que j'ai à prendre en tant qu'entrepreneur, je les ai toujours prises de manière apaisée. Pourquoi je les ai prises ? Parce que c'est jamais personne souhaite un licenciement d'une autre personne. Par contre, j'ai toujours privilégié le bien commun. Notre société a perdu le sens du bien commun, les entreprises ont perdu le sens du bien commun. Si pour se redéployer, on doit supprimer 20 emplois à un endroit afin d'en permettre la création de 20 nouveaux, mais ce sera peut-être les 200 d'après-demain, il faut avoir le courage. Et donc, quand on est dirigeant, il faut être courageux par rapport à ça. Et il faut avoir une notion de se dire, je dois être capable d'expliquer. Et l'autre point qui m'a toujours animé, c'est d'être en vérité très tôt avec les gens. Quand, par exemple, une filiale devait se réorganiser, voire fermer, je l'anticipais pour qu'on ait le temps humain de redéploiement des talents et de pouvoir repositionner, parce qu'il est normal que chacun soit respecté dans sa dignité. Mais
aujourd'hui, on est dans le monde des promesses. On promet. Moi, je pense qu'il faut réformer la fonction publique de manière très importante. C'est pas que les fonctionnaires, les professeurs ou les gardiens de prison et autres ne feraient pas bien leur métier. On est dans un système où plus on met d'argent, moins ça va. Donc ça veut dire qu'il faut changer le modèle sur ça, et donc il faut une vision d'un nouveau modèle, une vision de bien commun. Il va falloir réduire la bureaucratie. On est tous d'accord sur le constat, mais sur la mise en place, c'est compliqué. Ouais, non, même sur les solutions, on est d'accord pour tout vous dire, Caroline. Mais c'est la mise en place qui pose le souci, parce qu'on est d'accord sur le constat, on est d'accord sur les solutions, et on ne sait pas comment faire, parce que c'est quasiment impossible en fait. Parce que les efforts, c'est toujours pour les autres. Si je commence à toucher à une catégorie, aller dans la rue. Les taxis étaient dans la rue. Et puis après, ça va être une autre profession. Vous avez, et moi, pour ça, dans le livre, je parle de ce qu'il faut coupler pour justement pouvoir sortir de ce modèle en positif. Il faut deux notions qu'on n'active pas en même temps. La première notion, c'est de redévelopper cette vision enthousiasmante pour la France. C'est ce que disait Gérard, ça. Non, mais c'est un état d'esprit, Monsieur Royer. Mais cet état d'esprit, c'est des années un état d'esprit. Je vais terminer pour que vous puissiez entendre ce que j'ai à dire. Le deuxième point, c'est que effectivement, les gens en général, dès qu'on pose une vision enthousiasmante, sont d'accord. Mais là où vous avez raison, c'est que les gens voudraient que ça soit les autres qui changent. On voudrait que le monde change, mais on voudrait que ça soit l'autre qui change. Moi, ce que je propose dans le livre, c'est que chacun, justement, chaque personne qui a envie de se lever et qui a envie de se bouger et qui a envie de faire ce pas de côté, voilà, parce que si on laisse la rue, on ne changera jamais rien. On va tout bloquer et on va tout asphyxier. Moi, je crois que si on invite chacun, il y a en chacun, les Français aiment la France profondément, j'en suis convaincu. Les Français, ils ont envie du mieux pour leurs enfants et pour leurs petits-enfants, mais il y a deux choses, c'est qu'il faut leur révéler ça. Et il faut arrêter de dilapider de l'argent public à des endroits. Parce que si on vous dit, faites un effort, mais que cet effort va dans une passoire, les personnes n'ont envie de faire un effort qui ne sera pas profitable pour les générations futures. Il est 17h40, vous êtes sur l'antenne d'Europe 1 et nous sommes avec Philippe Royer pour son livre Fils de paysan qui veut tout dire, bien sûr, et c'est cet itinéraire qu'il nous raconte, mais c'est bien au-delà d'un livre qui serait un témoignage sur le fils d'un paysan. Vous écrivez, nous n'assumons plus l'histoire de notre pays, nous la revisons et passons notre temps à nous excuser de tel ou tel événement survenu 50, 100 ou 200 ans auparavant en oubliant de remettre les choses dans leur contexte. Pourtant, depuis le décès du général de Gaulle, nos responsables tentent de se couper consciemment ou inconsciemment de ses racines. Assumer, être fier de son identité, c'est avancer sur la ligne de crête et de son chemin de vie, etc. Là encore, moi je partage ce constat. Simplement, vous avez face à vous des blocs, des intellectuels, des universitaires, des professeurs, des artistes, un monde médiatique qui est contre vous et qui a développé une pensée différente de celle que vous proposez. Comment vous faites ? Comment vous faites pour attaquer l'université, les profs, le monde médiatique ? Comment vous faites ? Je mesure l'ampleur du challenge parce que je suis confronté à la réalité en tant que chef d'entreprise. Vous savez, on est confronté à la réalité. Mais c'est quoi votre secret ? On parle de chrétienté. Depuis un petit moment. Est-ce que ça rentre dans l'équation ? Est-ce que ça apporte quelque chose ? Et celui qui ne le serait pas, alors il est voué, c'est voué à l'échec pour lui ? Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un monde où il y a tellement de gâchis qu'on pourrait penser légitimement que tout est foutu. Et ça veut dire qu'il n'y a plus d'espoir. Mais quand il n'y a plus d'espoir, c'est le début de l'espérance. Moi, je suis chrétien, j'assume ma foi chrétienne et j'ai l'espérance quand il n'y a plus d'espoir. Et j'ai cette espérance de dire que moi, je vais faire le pas de côté que j'ai à faire. Non, mais à titre individuel, moi, je suis sûr des réussites individuelles et vous le prouvez. Oui. Mais ça, y a c'est pas le de souci. collectif. C'est-à-dire que dans votre entreprise, je suis persuadé que l'homme que vous êtes a réussi à faire passer ces idéaux-là. Je le répète, et on va marquer une pause, et après vous pourrez développer évidemment cette idée. Comment on fait pour retrouver un sentiment général qui infuse dans la société ? Parce que là où je vous rejoins, ce qui est terrible aujourd'hui, c'est l'état d'esprit.
Et cet état d'esprit, on en parle après la pause. Et je vais vous dire ce que je propose. Eh bien, vous êtes là pour ça. Ça, c'est du teasing. Et on va évidemment vous suivre. Hein. Vous habitez Laval ? J'habite Laval, oui. Alors, Laval, c'est un palindrome, monsieur Le Guenec. J'ai. Palindrome, Bon. C'est bon. Et Laval, vous alliez au stade de football de temps en temps ? Oui, bien sûr. Voir, quand on est Laval, et j'étais en Normandie, mes parents étaient dans le département de l'Orne, et Laval, c'était le club de foot qui jouait en Coupe d'Europe. Bien sûr. Il y a beaucoup d'années. Et donc, on est dans un département, justement, au-delà même d'une entreprise. On fait des choses dans notre département. Très actif avec monsieur Beignet, notamment, Lactalis, qui est l'une des réussites les plus importantes françaises. Une société de 30 Vous milliards. connaissez bien Laval ? Mais je connais toute la France, cher camarade. Grâce au foot. Mais grâce au foot, parce qu'on allait dans toutes les villes de foot. Bien sûr. Quelle vie vous avez eu quand même, hein. Quelle vie. Et je peux même vous dire qu'à Laval, on dormait à l'hôtel Napoléon. Non. Mais bien sûr. Encore. Il y a un tel. Croyez est avec nous pour son livre Fils de paysan, notre bon sens commun. Alors vous racontez évidemment ce qui a été votre vie. Mes parents possédaient en début de carrière 7 à 8 vaches, quand aujourd'hui la plupart des exploitations laitières en comptent au moins 50, voire 100. Nous mangions de bons produits de la ferme, poulet, cochon, légumes, fruits. Aussi au-delà d'être devenu individualiste, l'humain est également devenu de plus en plus divisé, écrivez-vous, au lieu de concevoir sa vie personnelle, professionnelle, associative et spirituelle comme un grand tout. Il a développé des attitudes schizophrènes. Alors il y a toute cette partie, bien sûr, et puis c'est peut-être ce qui nous intéresse davantage, c'est le regard que vous portez sur la société, l'analyse que vous faites, et puis les solutions. Oui. C'est ça qui nous intéresse, parce que comment on peut changer un état d'esprit ? En fait, qu'est-ce qui change ? C'est qu'on est dans une société des droits individuels. Voilà. Chacun veut pour soi des droits individuels. Mais tous. Mais c'est la société des. C'est-à-dire que Dans un tout, alors que là, on n'est que égoïste. C'est pas tant l'égoïsme d'ailleurs, mais c'est des droits individuels. Et effectivement, avant, les décisions étaient prises pour l'ensemble de la société. Oui, c'est un point important. Moi, je me suis beaucoup formé en anthropologie, en philosophie, pour prendre du recul sur les choses. Et parfois, quand on est au bord du chaos, il faut prendre des reculs sur les choses, parce que, je veux dire, en commentant ceux qui nous amènent dans le mur, on discute du mur. Mais moi, ça m'intéresse pas de discuter du mur. Ce qui est sûr, c'est que comme les chaos sont grandissants, je l'écrivais dans mon premier livre, S'engager pour le bien commun, dès 2022, j'écrivais que on allait dans le mur et que le pays n'accepterait les changements que quand on serait au chaos des chaos. Et je pense que malheureusement, Nous y sommes, on y est. On y arrive. Malheureusement, on y arrive. Et c'est le moment clé. Et ce livre, il a été préparé il y a 15 mois. Et la sortie qui se passe au mois de septembre, là, il arrive à point nommé. Il y a des choses comme ça qui sont... Il arrive à point nommé parce que on a déconstruit tout ce qui s'est passé depuis 45. Après la Seconde Guerre mondiale, on a construit un pays, on a passé son temps à le déconstruire. Et on le déconstruit de loi en loi. Mais le on, c'est qui ? C'est les politiques, c'est les Français, c'est les citoyens. On va mettre des mots, on va dire que les politiques... Moi, je pense aujourd'hui... Si vous me permettez, monsieur Royer, c'est dans tout l'Occident. Les droits individuels, c'est pas que la France. C'est global. C'est-à-dire que les gens exigent pour eux-mêmes des droits individuels, et ces droits individuels passent avant le droit collectif. Je suis d'accord. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Italie, c'est vrai partout. Moi, j'ai passé mon temps à expliquer. Vous parliez de mes origines. Voilà, quand on est fils d'agriculteur, on vit dans un milieu modeste. Par rapport à ça, j'ai été très heureux parce que j'ai eu l'amour de mes parents. J'ai eu la sobriété heureuse. J'ai appris à être heureux avec pas beaucoup de choses. Donc on en revient à l'éducation, à tout l'héritage familial, Elisabeth Assayag, à toutes ces valeurs qui font ce que vous êtes aujourd'hui, et c'est peut-être ça dont on a besoin et dont on manque. Oui. C'est ce socle commun de valeurs familiales, religieuses pour ceux qui sont croyants. Pour ceux qui sont croyants, dans le respect de la spiritualité. Dans le respect de l'autre, évidemment. Ouais. Mais monsieur Royer, comme il reste 4 minutes, forcément on veut des solutions. Oui. Comment vous voyez les choses ? Et comment moi je vois les choses, c'est que je vois le fait que va y avoir un chaos qui va être un niveau. Et quand il n'y a plus d'espoir, il y a des gens qui ont de l'espérance. Moi, je pense que les gens ne croient plus dans le politique.
Par contre, les gens croient dans la France profondément. Et mon objectif, c'est peut-être utopique, mais c'est de mobiliser les 80% de Français qui veulent que les choses changent, en étant comme un ovni en dehors du dispositif, et de proposer... vous imaginez une carrière politique? Je lance un mouvement citoyen qui va s'appeler www.redonnerdusens.fr, dans lequel je souhaite mobiliser tous les gens qui, comme moi, en ont marre du gâchis. Ces gens qui ont envie de se lever, parce que je pense que... C'est la majorité silencieuse. Elle est très largement majoritaire. Elle est très largement majoritaire. Les partis politiques se battent pour 1 ou 2 points entre le 5 et le 7%. Mais comment vous la mobilisez? Moi, je suis d'accord avec vous. Le constat, je le partage à 100%. J'écris un livre, je deviens acteur, j'écris un livre, je viens vous voir. J'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin des soutiens de tous les médias, parce que je pense que vous avez... Tous les médias, vous allez avoir du mal. Alors, il y en a 2 ou 3 auxquels je pense. Ça va être plus compliqué. C'est quoi, il faut aller dehors? Il faut faire comme à Londres, il faut qu'on aille que tout le monde aille dehors, marcher? J'en ai assez conscience, mais vous voyez, je crois que vous parliez juste avant de Philippe de Villiers qui mobilisait... Bien sûr, ça fait penser à lui. Donc en fait, vous qui êtes pour le bien commun, vous voyez pas plutôt rallier une personnalité qui existe déjà et qui a quand même une résonance, un Philippe de Villiers par exemple, le rejoindre dans son mouvement et puis embarquer avec vous plein de gens, plutôt que de créer encore à côté un nouveau mouvement auquel il va falloir s'habituer. Monsieur Royer répond, il reste 2 minutes. Je réponds. Je pense que j'ai une sensibilité qui peut fédérer des gens qui peuvent suivre j'ai publié, c'est vrai que j'ai pas une notoriété, j'ai plus une notoriété de chef d'entreprise, j'ai plus qu'une notoriété politique. Par contre, je suis convaincu que ces gens attendent justement ce type de propos, de gens qui n'ont pas été dans la politique. Je suis sûr que il faudra se retrouver avec d'autres personnes demain, après-demain. Moi, je suis quelqu'un de fédérateur. Je suis quelqu'un qui sera là pour fédérer. Je serai pas là. Je disais que je condamne de Macron la division, la séduction, la trahison. Je serai là pour fédérer. Mais par contre, il faut proposer des choses nouvelles. Je reconnais qu'il y a d'autres qui proposent des choses nouvelles. Et on se retrouvera pour faire des choses intéressantes. Alors, il reste très peu de secondes, malheureusement. Et je rappelle votre livre, Philippe Royer, Fils de paysan, notre bon sens commun, aux éditions Fayard. Je trouve que votre entreprise est formidable parce que vous voulez mobiliser la majorité silencieuse, ce qui est le plus difficile à faire. Mais je vous rejoins, et c'est sans doute le fruit de toutes vos conversations. Beaucoup de gens doivent penser comme vous et se retrouvent dans votre message. Mais cette France silencieuse, qui par définition est silencieuse, il faut peut-être qu'elle prenne la parole. Je vous remercie grandement, on est en retard, 17h55. J'ai reçu des milliers de messages qui soutiennent cette dynamique. Laurence Ferrari dans une seconde. Bonne soirée.